Est-ce que vous m'entendez? Oui, au fond de la salle? Faites-moi coucou si vous m'entendez. Ouais, super. Merci. Donc nous sommes ensemble pour un peu moins de 50 minutes. Et de quoi je vais vous parler? C'est un retour d'expérience que je vais vous faire sur l'Odyssée culturelle de Lectra. Donc c'est quand l'agilité devient un levier pour changer toute une entreprise. Pourquoi l'agilité? Je vais vous présenter rapidement mon parcours. Ben, moi, je viens de cet univers-là. C'est-à-dire, il y a une vingtaine d'années, enfin il y a 20 ans, j'ai intégré donc, l'entreprise dont je vais vous parler. Et au mois de novembre, ça sera un anniversaire, ça sera ma première mêlée. Donc c'était au mois de novembre, je m'en rappelle encore. Allez, tout d'abord, avant de commencer, ce que je vous propose, c'est d'applaudir très très fort les sponsors. Allez, et encore plus fort, les hommes et les femmes en bleu qui ont organisé cette journée. C'est pour l'énergie, hein. On est sur la digestion. J'aime bien commencer mes conférences par des devinettes. Est-ce que vous reconnaissez ce personnage? Un cyclope, Polyphème. À votre avis, pourquoi je vous montre un cyclope? Oui, il apparaît dans l'Odyssée d'Ulysse. Alors ça dépend des versions, mais sur les versions en général qui sont vulgarisées, c'est la première étape. C'est le moment où il se fâche avec Poséidon, parce qu'il lui crève l'œil justement pour sauver ses hommes. Pour moi, ce cyclope, il symbolise quelque part donc, la culture d'entreprise. Il y a une citation de Peter Drucker qui est très très connue, je suis sûr que vous la connaissez, qui dit que la culture mange la stratégie pour le petit déjeuner. Que veut dire cette citation? Cette citation veut dire que si vous faites de la transformation, donc par essence, qui dit transformation dit changement, qui dit changement dit stratégie. Si vous n'avez pas un changement majeur, ça ne s'appelle pas de la stratégie, c'est la définition même de la stratégie. Et cette citation dit que vous avez beau avoir la meilleure des stratégies du monde, si vous n'arrivez pas à l'inscrire dans la culture d'entreprise, votre stratégie, vous ne réussirez pas à l'implémenter. Donc je vais vous raconter une odyssée. Donc dans une odyssée, vous avez un conteur. Ben aujourd'hui, c'est moi. Vous avez une contrée. Donc moi, je vais vous parler de Lectra. Vous avez des défis. Ce matin, on en parlait sur une conférence. Il y a des enjeux qui font que cette transformation est nécessaire. Vous avez un équipage. C'est tous les gens qui ont été impliqués sur cette transformation. Un voyage. Et vous verrez que dans ce voyage, il y a eu des vicissitudes. On a rencontré des aléas, aussi des belles surprises, donc des péripéties. Et une fin. Alors une fin, c'est la fin là où on en est aujourd'hui. Cette conférence, je ne l'ai donnée qu'une fois. Je l'ai donnée à Agile en Seine au mois de septembre. Aujourd'hui, on a 9 mois de recul supplémentaires et j'ai plein de choses nouvelles à vous raconter. Et en plus, j'ai de la chance en termes d'actualité. On a eu d'excellentes nouvelles en début de semaine. Le compteur, c'est moi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Donc, moi, je suis coach pas que agile. C'est-à-dire, j'ai commencé à travailler, je faisais du développement logiciel au siècle, voire au millénaire dernier. J'ai commencé en start-up. J'ai fait un passage en ESN, j'ai vu plein de contextes différents. Et il y a 20 ans, j'ai posé mes valises à Lectra pour 3 mois. Je ne voulais pas y aller, parce que donc, moi, je venais du monde de l'informatique gestion, plein de nouvelles technos, du Java, des EJB, du web. Et je suis arrivé chez un acteur que je jugeais industriel et qui lançait ses premières solutions logicielles. En tout cas, avec des technos web. Donc, j'y suis allé à reculons, j'étais en ESN, j'ai dit 3 mois max. Et bien, finalement, j'y suis resté 3 mois de plus, on m'a proposé de m'embaucher, et 20 ans plus tard, j'y suis. Alors, j'ai fait plein de métiers différents, mais j'y suis encore. Accessoirement, j'interviens, donc j'ai créé, on va en parler, donc une équipe de coach interne. Donc, au début, j'étais coach agile, on a créé une équipe de coach professionnel qui fait de l'agilité également. Et je fais plein d'autres choses à côté, mais ça, ce n'est pas le propos de la conférence. Rapidement, mon histoire, et c'est quelque part, vous avez retrouvé toutes les bases sur lesquelles on s'est appuyé. Je vous ai parlé de mon parcours. Moi, j'ai découvert l'extreme programming il y a 25 ans. Donc, j'ai découvert Scrum et Kanban il y a une vingtaine d'années. Donc, sur toute cette phase de 20 à 15 ans, on s'est beaucoup appuyé. J'ai parlé des rétrospectives, management visuel, du Scrum, du Kanban. Progressivement, on est monté à l'échelle également.
Le forum ouvert, Rachel en a parlé, c'est un outil que j'ai découvert il y a 15 d'années. Moi aussi, je suis fan des salons games, des communautés de pratique. Donc, modèle Spotify, on s'est inspiré de Spotify, du management 3.0. Il y a un peu plus de 10 ans, je me suis intéressé au coaching professionnel, je me suis formé, plein de pratiques. Aujourd'hui, où j'en suis, j'introduis également de plus en plus de pratiques. Et c'est vraiment sur l'approche systémique que je m'appuie le plus pour adresser la complexité de l'environnement. Je fais également du coaching d'organisation, etc., etc. Mais je vais plutôt vous démontrer, plutôt que vous en parler. On a parlé d'Ulysse, l'Odyssée. Donc, le voyage d'Ulysse, il a commencé à Ithaque. C'est la patrie, l'île où laquelle il habitait, avec Pénélope et Télémaque. Moi, je n'habite pas Ithaque. Enfin, je travaille chez Lectra. Qui connaît Lectra dans la salle? Ah oui, j'ai 2 personnes qui connaissent Lectra. Ok. Pour les autres, qui est venu en voiture ce matin? Alors, le propos, c'est pas vous dire bouh, c'est mauvais pour la planète. Hein. C'est juste, donc, pour les personnes qui ont levé la main, il y a une chance sur 2 que votre airbag dans votre voiture ait été découpé avec des équipements Lectra. Bon. Peut-être, donc on n'a que 4 ou 5 personnes qui ont levé la main. Qui a des vêtements sur lui? Ok, c'est un peu plus. Il faut savoir que sur les vêtements que vous portez, donc, et ça c'était avant, on est numéro 1 mondial, je n'ai pas précisé, je vais vous présenter rapidement l'activité. Hein. Avant le rachat du numéro 2 mondial qui est américain, qu'on a racheté il y a 4 ans, il y avait un vêtement sur 4 donc dans le monde qui impliquait de la technologie Lectra, donc sa conception, sa fabrication, sa découpe, etc., etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Quand j'ai intégré Lectra, on était 1250. La R&D logicielle, c'était 200 personnes. Aujourd'hui, on est plus de 3000. On a fait beaucoup de croissance externe et d'ailleurs, c'est un des enjeux que je vais vous présenter. On travaille pour la mode, l'ameublement et l'automobile. C'est nos 3 secteurs. Donc, on fait des gros équipements pour faire de la découpe. On vend du service, on exploite de la data. Et surtout, on a beaucoup de logiciels donc, différents qu'on interface. Je vais m'arrêter là parce que le propos, ce n'est pas faire une conférence sur Lectra. Donc, l'enjeu... Donc, pourquoi Ulysse est parti donc, à 3 et pourquoi il a galéré pendant 10 ans pour revenir, les gens ne le savent pas, mais Ulysse, il est parti 20 ans de chez lui. La guerre de Troie, ça a duré 10 ans, et le retour chez lui, ça a duré 10 ans également. L'horizon de temps m'a paru intéressant. Sur une transformation culturelle, ce n'est pas quelque chose qu'on fait en 3 mois, 6 mois, 1 an ou 2 ans. D'où le parallèle avec la guerre de Troie. Donc moi, je ne vais pas vous parler de la guerre de Troie, je vais vous parler des enjeux de Lectra. Qu'est-ce qui nous a amené donc, à avoir ce projet d'envergure, d'ampleur et cette transformation culturelle? C'est tout un ensemble de défis. Donc moi, je fais de la transformation pour Lectra depuis une 20aine d'années. Donc des choses classiques. Hein, moi, j'ai commencé il y a 20 ans. Pourquoi on avait des nouveaux types de solutions logicielles, des nouvelles technos, et c'est comme ça qu'on en est venu à s'intéresser à l'agilité. Mais depuis quelques années, on a des nouveaux défis qui s'imposent à nous. Le premier, c'est une nouvelle révolution technologique. Et je suis sûr que vous vivez ça aussi dans votre quotidien. Il y a le cloud, le SaaS, la data, l'IA. Ça change profondément les métiers du quotidien. Le Covid. Je ne sais pas si vous avez connu la période, mais nous, on avait une organisation de travail qui était totalement différente avant le Covid. Le télétravail, c'était no way avant le Covid. Alors, j'avais fait des ateliers avec toute une partie des différentes directions du groupe. On était prêts à y aller, mais au dernier moment, notre direction avait dit non, on n'y va pas. Donc, tout ça, ça a injecté de nouveaux enjeux. Ce n'est pas la même chose de travailler ensemble quand on est à distance ou en présentiel. Le troisième, et c'est peut-être le plus impactant, on a fait énormément de croissance externe. Je ne vous l'ai pas dit, mais Lectra, c'est une boîte qui est française à l'origine. Donc, on avait déjà fait des acquisitions il y a quelques années, et bien sûr, on a des antennes partout donc, dans le monde, mais la moitié des collaborateurs étaient français. Mon COMEX, il y a 6 ans de ça, était 100% francophone. Ce n'est plus du tout le cas. Donc, on a une forte internationalisation et ça vient en collision donc, avec le Covid. Donc, on a des équipes distribuées partout dans le monde aujourd'hui. On a racheté plusieurs startups également. Donc, j'en ai qui sont en Inde, j'en ai qui sont en Italie, j'en ai qui sont en Espagne, en Roumanie, aux États-Unis, et on essaie de faire collaborer ces gens. Le dernier, on en a beaucoup parlé, notamment sur la keynote précédente, c'est la dimension RSE, qui aujourd'hui s'impose à tout le monde. Vous allez retrouver ça dans toutes les stratégies d'entreprise, mais également vous allez retrouver ça dans les attentes des collaborateurs.
Et donc, je vous ai parlé qu'on faisait des logiciels. Bien sûr, il y a cette dimension RSE, mais encore plus, on a ce qu'on appelle des cutters. C'est des gigantesques machines qui découpent et qui ont un impact également. Donc, on travaille sur ça. Ça a des impacts en termes de conception, ça a des impacts en termes de travail. Donc, la première chose, et je voulais revenir, on a vu ça sur une des conférences de ce matin, c'est si vous voulez avoir une transformation, il faut vraiment qu'il y ait une pression extérieure. C'est quelque chose que vous avez posé ce matin, donc Benjamin et Laurent. Si vous n'avez pas cette pression extérieure, cette impérieuse nécessité, ça va être très compliqué de transformer votre entreprise. Je vous présente un petit modèle qui est très connu dans le monde de la transformation. C'est le modèle de John Kotter. Il n'est pas nouveau, hein. Il a plus d'une dizaine d'années. Il est utilisé et parfois à mauvais escient. Donc c'est pour ça que je reviens dessus. Là aussi, il y avait une allusion qui a été faite ce matin, c'est faire prendre conscience de l'urgence. C'est faire prendre conscience de l'urgence, c'est pas créer un sentiment d'urgence. Il y a un petit bouquin que vous pouvez lire qui raconte une histoire de pingouin sur la banquise qui permet de revoir le modèle un à un. Le propos, c'est plutôt de prendre les gens par la main et de les amener donc à voir ce qu'il faut changer. Dans cette petite histoire, qu'est-ce qui est fait ? C'est il y a un pingouin qui amène les autres pingouins au bord de l'iceberg, à l'endroit où ça fond. C'est une pratique que vous allez retrouver donc, dans le monde du Lean, c'est le Gemba. Ça ne sert à rien de faire des PowerPoint, des slides, d'expliquer on va tous mourir si on ne change pas de stratégie, on va se faire bouffer par nos concurrents, ou on ne sera plus là dans 3 mois. L'idée, c'est vraiment de faire toucher du doigt aux personnes cette transformation, ce changement et l'impact que ça a. Donc, je vous ai parlé de tous ces enjeux. Ces enjeux, ils tournent beaucoup autour des individus, des interactions. Notre enjeu, c'était de faire travailler les gens donc, ensemble et différemment. Donc, cette notion de collaboration est juste centrale. C'était tourné, on est sur une culture... Lectra est une boîte qui a 52 ans, donc, qui s'est créée autour d'équipements ou de systèmes logiciels, mais qui était basée sur un OS propriétaire. Donc il y a vraiment cette culture du pratico-pratique, du faire. Donc ce qui est essentiel pour nous, c'est d'avoir quelque chose qui soit opérationnel. Et la dernière, c'est juste cette notion d'adaptation au changement. On est incapable donc de prédire l'avenir. On est sur une telle stratégie de croissance externe que tous les ans, il y a des boîtes qui sont rachetées. On a racheté donc une entreprise, donc la taille du groupe était de 2600 personnes. Même après avoir racheté nos concurrents américains où il y avait 900 personnes, on a racheté une start-up française où il y avait 400 personnes qui elles-mêmes, sur les 10 dernières années, avaient acheté 10 boîtes. Donc en termes d'intégration, c'est des choses, 1, complexes, et 2, qu'on ne peut pas anticiper. Donc tout ça, vous reconnaissez individu, interaction, collaboration, adaptation au changement, solution opérationnelle. C'est tout naturellement qu'on s'est orienté vers une stratégie reposant sur plus d'agilité. Et donc, dans mon entreprise, notre PDG, quand on parle donc d'agilité, immédiatement, l'intention, ça a été d'impliquer l'équipe de coach agile historiquement, c'est-à-dire les gens qui vivaient dans l'entreprise depuis 17-18 ans, puisqu'on a commencé il y a 3 ans. Bon, voilà pour l'introduction. L'équipage. Ce projet de transformation culturelle, bien sûr, on l'a fait avec des personnes venant de l'extérieur. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'au moment du rachat de notre concurrent américain, il y a un grand audit. On s'est fait accompagner par BCG. Donc on parle de centaines de millions d'euros d'investissement. Donc il y avait un gros cabinet. Ce qui était intéressant, c'est que ce cabinet avait été sollicité sur plusieurs axes et pas sur cette dimension humaine. Le cabinet a répondu: c'est très bien donc, tout ce que vous avez vu, on va vous faire des préconisations, mais n'oubliez pas, il y a cette notion donc, de merge culturelle à faire qui est juste essentielle. Donc, du coup, ce qu'on a fait donc, dès le début, c'est on a pris une prestation complémentaire auprès d'un autre partenaire pour nous accompagner sur cette transformation culturelle. Je vous en ai parlé, donc l'idée, ça a été de solliciter donc, l'équipe de coach. Donc là, c'est les 3 personnes que j'ai la chance d'avoir au sein de ma petite équipe. C'est une petite équipe, hein, on n'est que 4 avec moi. Pourquoi ? Parce que depuis 10 ans, donc, notre mission, ça a été d'accompagner
À la fois toutes les transformations qu'on a, je ne l'ai pas précisé, mais autant sur les premières années, on était uniquement sur la sphère produit, la sphère IT, la sphère R&D et développement. Depuis 7-8 ans, on intervient dans toute l'entreprise. Donc avec une volonté donc, de construire cette culture de l'apprenant, cette culture de l'adaptation. Il y a une tentation à un moment, c'était de nous confier les clés du camion par rapport à ce projet de transformation. Pour moi, pour rester dans une posture d'accompagnement, c'était juste essentiel d'avoir un pilote qui soit externe. Alors, bien sûr, l'implication de mon COMEX, et de mon PDG, mais je voulais avoir une pilote qui ne soit pas donc dans l'équipe. Je pense que c'est quelque chose qui est important pour pouvoir rester dans cette posture-là. Donc, des sponsors forts, donc ça veut dire le PDG de l'entreprise. Spécificité de l'Ectra, on a une culture qui est très forte. À votre avis, en 52 ans, combien de PDG la boîte a connu? 2. Oui. 1,73 à 91. Et la boîte avait des difficultés financières. Elle a été reprise en 91 par mon PDG. Ça veut dire que moi, ça fait 20 ans que j'ai le même patron. Alors, c'est filmé, bon, c'est pas grave, je vais le dire. C'est très confortable. Donc, dans le sens où on a appris donc, à se connaître. Par contre, de l'autre côté, ça veut dire aussi qu'on a une culture qui est très très forte, avec les valeurs et les schémas mentaux de ce monsieur qui imprègnent notre culture. Mais pas que. Donc, traditionnellement, on pense à l'équipe resserrée. Donc, nous, on se voit tous les mois sur le sujet. Donc, avec notre PDG, notre secrétaire général, c'est la membre du COMEX qui a en charge tout ce qui est RH, IT, et c'est ma boss accessoirement. Donc, on se voit tous les mois, donc toutes les semaines avec la secrétaire générale et on pilote. Mais autour de nous, et rapidement, on a eu un enjeu donc, de fédérer un maximum de personnes. La première des choses, sur l'histoire de ce projet, il y avait une tentation pour confier le projet à l'équipe RH. Ça se fait dans beaucoup d'entreprises, ces projets de transformation. Bon, il se trouvait qu'à l'époque, ça ne se passait pas bien entre notre PDG et la DRH groupe. Donc c'est comme ça qu'on a hérité du projet. Le premier enjeu que l'on a eu, c'était de remettre les RH dans la boucle. Pour moi, ça n'est pas possible de faire une transformation culturelle durable si on n'a pas les RH dans la boucle. Et je vais revenir sur cette notion-là. L'équipe communication également. Et surtout, et le plus important, une des premières choses que l'on a fait, c'est de mettre en place un système d'ambassadeurs. On n'a rien inventé. C'est des choses que vous allez retrouver sur tous les gros projets de transformation culturelle. Mais c'est juste quelque chose qui a été fondateur. Et je reviendrai dessus. Donc, je vous ai parlé, l'échelle de la boîte, c'est 3000 personnes. Aujourd'hui, on a plus de 100 ambassadeurs qu'on a embarqués et qu'on fait vivre à travers diverses communautés. Et dans les faits, c'est eux qui font. Donc, une deuxième clé à retenir, c'est bien sûr, il faut initier le changement de l'extérieur. Mais le changement, ça s'installe de l'intérieur. C'est vraiment cette approche dehors-dedans. Moi, en 20 ans, j'ai eu la chance de travailler avec plein de consultants différents sur plein de projets. Ce que j'ai pu constater, c'est, je me suis planté plein de fois aussi, on a eu plein d'échecs, mais quand ça vient que de l'extérieur et que ce n'est pas repris à l'intérieur, ou ça part que de l'intérieur et que ce n'est pas soutenu, appuyé par l'extérieur, ça prend rarement. Ça ne veut pas dire que ça va marcher à tous les coups si vous avez donc une aide extérieure et avec un relais intérieur, mais pour moi, c'est juste quelque chose qui est nécessaire. Et je parle de coalition large et forte. C'est volontairement que j'ai explicité qu'il y avait le PDG, le membre du COMEX, le COMEX également, et le fait qu'il y avait également des gens donc, de la base et issus donc, de toutes les différentes parties de l'organisation. J'ai planté le décor. Maintenant, je vais commencer à partager avec vous le voyage, ce qu'on a essayé de faire au cours des 2 dernières années. La première des choses, et le point de départ, j'ai parlé de culture d'entreprise. C'est quoi pour vous une culture d'entreprise? Qu'est-ce qui caractérise la culture d'entreprise? Les valeurs, oui. Quoi d'autre? Des process, ouais. L'histoire. Les gens, les récits fondateurs. Et derrière les gens, c'est leur comportement ou leur propre histoire, leurs interactions.
C'est ce que les gens font naturellement. Il y a une petite formule que j'aime beaucoup, qui est la culture, c'est la façon dont se comportent les gens quand le patron a le dos tourné. Donc, ce n'est pas forcément ce qui est écrit, ce que vous allez retrouver donc, dans les culture books d'entreprise. Je vous parlerai de culture book. Alors, c'est toutes ces notions-là. Donc, les valeurs, les histoires, les croyances, l'activité donc de l'entreprise a un impact. Vous connaissez la loi de Conway ? Quelqu'un ne connaît pas la loi de Conway ? Ah, vous connaissez ou vous ne connaissez pas ? Non, la loi de Conway, c'est un principe qui dit que les structures d'information, et il y a sa réciprocité, les structures d'information ont tendance à reproduire les produits que vous produisez et la façon dont vous les produisez. C'est-à-dire, si vous avez, on prend l'industrie logicielle, si vous avez donc un produit qui est très siloté ou des équipes qui sont très silotées, ça va avoir un impact sur le produit et vice-versa. Donc, c'est la façon dont vous travaillez va conditionner le produit également que vous avez. Si vous travaillez en silo, vous allez peut-être avoir plus de bugs. Donc l'enjeu, on va trouver une forme de bijectivité. Pourquoi je vous dis ça, par exemple ? Je vous ai parlé, nous on a deux secteurs. Donc on a la mode et on a l'automobile. Si vous travaillez avec l'automobile, c'est très processé et très structuré, c'est très optimisé. Nous, par exemple, nos machines, je vous avais parlé de découpe d'airbag, elles vont quasiment tourner 24/24. C'est vraiment rationalisé à outrance. Dans le monde de la mode, c'est pas du tout ça. Donc, on peut utiliser nos machines, et pour certains de nos clients, ça ne va pas être utilisé toute une partie du temps. Ils vont plutôt chercher à optimiser la main-d'œuvre humaine. Donc, d'un côté, on va avoir une industrie qui est très processée, et de l'autre, l'industrie, le monde du fashion, c'est très créatif, limite improvisation parfois. Moi, j'ai eu, j'allais dire la chance, c'était pas une chance. J'ai travaillé sur un logiciel avec Jean-Paul Gaultier, c'était juste l'enfer, quoi. On avait imaginé le logiciel d'une certaine façon pour que, alors lui-même puisse l'utiliser. C'était pas Jean-Paul Gaultier, c'était les directeurs de création. Donc, dans les faits, au bout d'un moment, on a lâché prise. À l'époque, il travaillait chez Hermès. Donc, ils ont fini par payer 3 personnes pour saisir les données à sa place, parce que lui, il arrivait pendant 1 heure, il faisait toutes ses remarques, et ensuite, il mettait la journée entière pour saisir les données dans le système. Donc, en tout cas, la culture est importante. Il y a une autre citation que j'aime beaucoup, c'est « La culture est comme le vent, il est invisible, mais son effet peut être vu et ressenti. Lorsqu'il souffle, lapsus intéressant, lorsqu'il souffle dans votre sens, la navigation se fait en douceur. Quand ça souffle contre vous, tout est plus difficile. » C'est un monsieur qui s'appelle Brian Walker qui a formalisé cette citation. On va retrouver la même notion qu'on a vue dans la citation de Peter Drucker. L'enjeu, ça va être de comment j'inscris cette stratégie dans la culture. C'est très compliqué de modifier une culture. Donc, je vous ai parlé de l'équation de base. Une des premières étapes qu'on a cherché à faire, la première, c'était comprendre et caractériser la culture actuelle. Donc, on a fait un diagnostic culturel avec un partenaire. Et également avoir une définition, une vision claire de qu'est-ce qui nous faisait changer. Donc, notre enjeu était multiple. C'est comment on réussit à collaborer à l'international, comment on réussissait à faire une place pour nos collègues américains, comment on réussissait à faire une place également pour toutes les startups qu'on avait rachetées. Je vous laisse imaginer le choc culturel quand vous avez une start-up d'une dizaine de personnes qui est intégrée par une entreprise qui est teintée industrielle avec des process rodés sur la dimension finance, où il vous faut, pour avoir une validation, parfois plusieurs semaines. Donc oui, c'est un choc culturel. Donc on a essayé de mesurer ça et les axes où il fallait qu'on progresse. Donc on a impliqué les leaders de l'organisation, on a identifié les bordures de l'organisation ou les créer. La notion de bordure, c'est ces espaces de rencontre où il va se passer quelque chose. Il y a quelques années, j'avais donné une conférence sur la permaculture humaine. En notion de permaculture humaine, il y a une notion qui, pour moi, est peut-être la plus riche et la plus intéressante. C'est quand vous faites rencontrer deux systèmes, c'est à la bordure que se crée le plus de choses. C'est à la bordure que les changements apparaissent. Donc c'est à cette notion également on a essayé de s'appuyer dessus. Donc il a fallu essayer de créer un climat de confiance propice aux expérimentations, au développement des nouveaux comportements.
C'est pas simple, hein. On ne va pas faire donc dans l'angélisme. Je vous ai parlé de notre concurrent américain. Notre concurrent américain avait été racheté par 2 fonds de pension avant. Ils avaient repositionné la marque juste en face de nous parce qu'on était leader mondial. Donc la première chose qu'on a racheté, on avait plein de produits en double. Donc bien évidemment, on a rationalisé le catalogue. Donc je vous laisse imaginer en termes de sécurité psychologique, il y a mieux, hein. C'est que quand les premières annonces, c'est OK, on va travailler donc ensemble, et qu'on vous annonce un produit sur 2 sort du catalogue, les équipes peuvent être en insécurité. Donc il a fallu travailler sur cette notion-là. Pour nous, ça a passé par leur confier donc de nouveaux projets. Si on les avait rachetés aussi, c'est notre chance, c'est qu'on est sur un pattern de croissance. Donc c'était une volonté de pouvoir sortir 2 fois plus de machines en même temps, d'équipements en même temps. Donc on a des équipements qui sont développés donc à Cestas, à côté de Bordeaux, et des équipements maintenant qui sont développés à Tolland aux États-Unis. Ensuite, c'est renforcer les comportements attendus. On ne peut pas changer les valeurs d'une entreprise comme ça. Ça ne marche pas, ça ne se reprogramme pas. La seule chose que vous pouvez essayer de changer et d'atteindre, c'est des changements de comportement dans un premier temps. Et on va revenir donc dessus. Donc nous, on a essayé d'identifier quels étaient les comportements donc à cultiver. Et ensuite, bien sûr, c'est de mesurer et d'ajuster le changement. Et la dernière dimension, elle vient au fur et à mesure, c'est de communiquer. Donc on a également essayé de définir donc des métriques, des choses qu'on mesure. Je vais partager avec vous. Bien sûr, rien ne s'est passé comme on l'imaginait. Donc je vous ai parlé du diagnostic culturel. Moi, le premier, j'avais une idée sur comment le faire. C'est pas comme ça que ça s'est fait. Donc le prestataire initial qu'on a eu, il l'a fait tout seul avec le COMEX. Donc ça a été une session donc, où il y avait les consultants, il y avait le COMEX, et ils ont défini la culture cible à atteindre, la culture actuelle et culture cible. Le petit modèle que je vous ai mis, je trouve intéressant. Un des messieurs qui est il y a 10 ans, j'ai fait un mémoire donc, à l'université, donc, dans le cadre de ma formation donc, de coaching, qui était sur la culture d'entreprise. En termes de références bibliographiques, si vous voulez creuser la notion, il y a un monsieur qui s'appelle Edgar Schein qui a beaucoup publié dessus, des travaux qui datent mais qui restent valides. Et ce qu'il met en avant, c'est que vous avez la notion d'artefact visible, la notion de valeur adoptée et la notion d'hypothèse de base. Les hypothèses de base, ce sont des croyances. Et c'est ce que je vous ai décrit. La chose qui est la plus accessible, c'est ce qui se voit. Donc, c'est les comportements, les pratiques et les process. Et ça, vous pouvez travailler dessus directement. En travaillant dessus, c'est ça qui va vous permettre d'injecter de la plasticité et de commencer à altérer, à faire évoluer les valeurs et les normes défendues. Et pour ce qui est des croyances fondamentales, alors là, ça met des années donc, à évoluer. Donc l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir accéder assez facilement donc, à la culture à travers ce qui se voit, comportement, pratique et processus. Bon. L'exercice a été fait avec le COMEX et consultant. Je ne vous cacherai pas que quand j'ai vu la copie, moi, il me manquait des choses, en tout cas par rapport à ce que je constatais ou par rapport à ce qui était exprimé donc, dans les couloirs par les gens. On était confrontés, on travaillait avec les personnes issues donc, des acquisitions. Il y a beaucoup de choses qui les gênaient. Notre chance, il y a eu ce mouvement autour de l'équipe RH, je vous ai parlé, de la tension entre la DRH Group et notre PDG. Notre DRH Group a quitté le groupe. Donc le projet nous a été confié. On a eu l'opportunité de pouvoir injecter le regard donc, des collaborateurs. Ça nous a permis de rééquilibrer donc, la copie. Et comment on a fait ça? On a fait ça à travers donc, des ateliers. Donc, on a sollicité l'avis donc, des collaborateurs. Le propos, c'était d'essayer de construire une vision commune. Il y a une expression que j'aime pas dans les entreprises, j'interviens à l'école polytechnique également, sur des cours autour de tout ce qui est stratège de la transformation. Et sur le premier cours auquel j'avais assisté, j'étais étudiant avant d'être intervenant, c'était « il faut donner la vision aux équipes ». Non, une vision, ça ne se donne pas, ça se co-construit. C'est du sens. Donc le sens, ça se construit ensemble en échangeant. Donc bien sûr, la direction peut avoir une vision de là où il faut aller. Mais si vous voulez que les gens donc, adhèrent ou s'engagent, il faut que les personnes retrouvent une part de leur vision personnelle, de leurs aspirations dans cette vision collective.
Si je travaille au niveau d'une équipe QA, pour moi, c'est important que je retrouve peut-être une dimension donc, qualité. Si je suis UX designer, effectivement, c'est cette notion d'utilisabilité ou d'inclusivité qui va être important pour moi. Et c'est la même chose à l'échelle d'une entreprise. Chacun peut avoir des attentes donc, différentes. Donc, il y a vraiment, ça a été le premier travail, c'est d'avoir ces échanges. Donc, privilégier l'engagement à l'adhésion. Co-construisez une vision forte. Quelle différence vous faites entre engagement et adhésion ? C'est pas noté, hein, rassurez-vous. Ouais, il y a un côté où on est d'accord et un côté où on agit. C'est-à-dire, donc l'adhésion, vous êtes sur, c'est votre direction, par exemple, qui va vous convaincre, ou votre coach qui va parler pour votre direction. C'est très bien, les gens vont suivre. L'engagement, c'est je construis, je peux faire les choses, et l'engagement, c'est ce qui va faire que le jour où vous allez confronter une difficulté, vous allez avoir ce petit supplément d'âme, vous allez vous autoriser à sortir du cadre, ou ça va être, vous allez sortir de vos zones de confort pour aller aider les autres. Donc cette notion, c'est pas toujours possible de créer l'engagement, mais à chaque fois que c'est possible, c'est gagnant. Donc il y a sur quelque chose qui est de l'ordre de la transformation, qui dit transformation, dit effort à faire pour adopter de nouvelles choses, c'est juste essentiel. Donc là, je vous ai mis ce qui est sorti des sessions de travail qu'on a pu avoir avec les différents collaborateurs qu'on a associés. Donc, et eux, ce qu'ils ont mis en avant, c'est cultiver un sentiment d'appartenance. On avait nos collègues américains qui ne se sentaient pas appartenir donc, à l'entreprise. C'était renforcer la confiance. Il y avait une défiance qui s'était installée donc, dans certaines parties de l'organisation. Et à chaque fois, donc, derrière, ça avait été important de mettre des exemples. Encourager l'autonomie, écouter activement et parler clairement, favoriser la collaboration. Et un truc qu'on n'avait pas vu venir, c'était de célébrer les réussites. Et ça, c'est les gens des startups. Donc, on avait dans les groupes de travail qui nous ont dit « Non, mais nous, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. » Là, par exemple, vous avez annoncé le rachat, donc vous êtes numéro mondial. Vous avez annoncé le rachat du numéro 2 mondial. Alors, ça s'est fait pendant le Covid. Il y a notre PDG qui s'est adressé, tout le monde était connecté. Il s'est adressé donc à tout le monde en disant « voilà, ça, c'est la réalisation de ma vie. C'est une formidable opportunité donc pour l'ECRA. Maintenant, au boulot. » Il avait esquissé quand même un demi-sourire. Et ce que nous ont renvoyé donc, les gens des startups, mais si nous, ça nous était arrivé, on aurait fait la fête pendant une semaine. Et donc, ça a interrogé effectivement en termes de culture. Toutes ces startups, et nos collègues américains également, parce que c'est pas caricatural, mais au niveau des États-Unis, il y a vraiment une propension à vraiment marquer ce qui est positif, beaucoup plus qu'en France. Donc ça, c'est quelque chose qui était manquant pour quasiment les 2/3 des effectifs, et on ne le voyait pas. Et donc ça a été identifié. On a formalisé ça donc, sur un beau poster, comme dans toutes les entreprises, que maintenant, 2 ans après, on a partout donc, dans l'entreprise. Bon, ça, c'est la partie que vous allez retrouver dans tous les projets de transformation. Ce n'est pas ça qui fait que ça change. Le nombre de boîtes où les valeurs sont affichées sur les murs et elles ne sont pas incarnées au quotidien, il n'y a rien de pire. Donc tout l'enjeu pour nous, ça a été de le rendre concret. La leçon qui se cache derrière l'apprentissage ou peut-être le conseil, c'est de... Alors, je vais peut-être revenir dessus. Je vous ai parlé donc des... Hop, je vais revenir dessus. Vous voyez mon pointeur là ou pas ? Non ? Bon, les bulles blanches, on va retrouver ce que je vous ai présenté, ce qui a été poussé par les collaborateurs. Alors, le schéma est complexe. Moi, le premier, je le trouve complexe, voire compliqué, on va être sympa. Alors, la com a voulu absolument rajouter ça. Pourquoi ? Ça, c'était nos valeurs sur lesquelles on communiquait. Et surtout, notre PDG a choisi de rajouter au milieu les valeurs qui étaient incarnées, qui sont les siennes et qui sont celles de l'entreprise. Donc, on aurait pu combattre. J'aurais pu faire mon coach en disant alors, déjà 6, c'est beaucoup. Là, vous m'en rajoutez 4. Et j'ai essayé de challenger. Et là, vous me rajoutez 3 valeurs et en plus, vous trichez, c'est des doubles valeurs. Donc, j'ai fait la démonstration mathématique. Ce jour-là, j'ai brillé. Donc, j'ai fait 6 plus 4 plus 3 fois 2. Ça fait 16 choses que les collaborateurs vont devoir retenir. Autant vous dire que les gens ne retiennent pas. Mais pour autant,
C'était juste essentiel pour toute une partie des collaborateurs historiques de retrouver ces 4 valeurs centrales. Si à ce moment-là, on était rentré en opposition et en confrontation, on aurait perdu toute une partie du COMEX et toute une partie des équipes historiques. Donc c'est là où cette leçon donc, intervient, c'est vraiment de ne pas combattre la culture existante, mais vraiment d'essayer de surfer dessus et de capitaliser dessus. S'en servir comme un levier. Par exemple, utiliser la notion d'engagement pour engager les gens sur le projet de transformation, ou cette notion d'intégrité, une fois qu'on a défini un référentiel, d'être intègre par rapport au respect de ce référentiel. Ok. Alors, très concrètement, qu'est-ce que l'on a fait du coup ? Première des choses, on a développé un programme d'ambassadeurs dans le groupe. C'est-à-dire les 113 ambassadeurs, donc on a mis en place tout un programme. On a fait une sélection sur la base du volontariat. Ok. On a pris en compte donc le poster s'appelle le Lettraboué dans les formations management. On a pris en compte le Lettraboué dans tous les processus RH. C'est-à-dire du recrutement à l'évaluation annuelle, aux assessments des managers, ça a été mon premier combat. Alors, du coup, je suis allé les rechercher pour travailler sur le projet. Donc, ils étaient plutôt contents et ravis de travailler dessus. Et en plus, on a travaillé sur leur processus en premier. L'incarnation du Lettraboué dans les événements quotidiens du groupe, simplifier les processus, mise en place d'actions clés symboliques et mise en place d'une gouvernance agile. Donc, tous les mois, toutes les semaines, un point de suivi avec les acteurs principaux et tous les mois, une revue avec notre PDG où on ajustait la cible au fur et à mesure. Donc l'enjeu, et on parle d'agilité, c'est chercher à installer progressivement de nouveaux comportements et en faire de nouvelles habitudes, pas à pas. C'est d'abord faire des expérimentations, ensuite vous faites tourner, et de plus en plus, ça devient une habitude. Et une fois que c'est une habitude, vous pouvez standardiser et ça rentre dans la culture. Le critère d'après, c'est faire évoluer le mode du leadership et les changements de leader, et obtenir des changements. Je vous ai parlé de mon PDG qui a 34 ans de gouvernance au niveau de l'entreprise. Bien sûr, il y a des pratiques qui sont très ancrées. Pour autant, il a accepté de jouer le jeu sur tout un ensemble de choses. C'est de nature à modéliser également les comportements en dessous. Et après, j'ai des gens au niveau du COMEX et à tous les étages de l'entreprise qui incarnent ce mode de fonctionnement. On allait les sélectionner pour les mettre en visibilité, pour les embarquer sur certaines initiatives. L'enjeu derrière, c'est d'être exemplaire. Donc, ce qu'on a recherché, c'est une exemplarité, bien sûr, sur toute l'équipe qui accompagne le projet, une exemplarité au niveau du COMEX, une exemplarité également chez nos ambassadeurs. Et on s'est intéressé à la formation de nos managers. Il se trouve que dans nos missions, on est prestataire et on forme nos managers. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on fait On a accentué, c'est une formation autour de la connaissance de soi, autour du feedback, autour de la prise de recul, comprendre la motivation, communication, dynamique d'équipe, délégation. Tout ça, c'est des choses qu'on a travaillées et qui permettent d'assouplir notre culture. Là, je vous ai mis, je ne l'ai pas dit, mais je mettrai tous les slides à disposition je pense dès demain matin, vous l'aurez sur LinkedIn, vous pourrez les consulter. Et si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers moi. Je vous ai mis le programme de cette formation. Hop. Ce qui est juste clé, en tout cas par rapport à notre enjeu culturel, c'est d'investir dans le développement des compétences et l'accompagnement des personnes. C'est vrai sur notre projet de transformation, mais on essaie d'être modélisant aussi. C'est ce qu'on veut faire dans notre culture cible. Donc on a essayé de l'incarner sur le projet de transformation pour que ça puisse s'inscrire dans la culture de l'entreprise. Donc comment on a fait ça ? On a commencé par le faire dans la façon dont on a sélectionné nos ambassadeurs. Je vous ai parlé de la première tentative qui avait été faite au niveau des RH avec le prestataire externe. Comment ils avaient procédé ? Ils avaient demandé à chaque membre du COMEX de nommer des gens. Mais nous, on a inversé le paradigme. On a dit non, on ne fait plus de sélection, c'est les gens qui sont candidats et on pose les critères avant. Et on leur a posé 3 questions simples.
Pourquoi souhaitez-vous devenir un ambassadeur? Quelle est la valeur que vous proposez d'apporter à cette communauté, donc l'ambassadeur et du coup à l'entreprise? Et quelles sont les premières actions que vous proposeriez? Pourquoi des actions? Puisqu'on cherche à développer une culture où on soit plus dans l'action directe. Et des critères d'évaluation objectivés, donc de 1 à 4, motivation et enthousiasme, assertivité, communication, compréhension du lectraway et idées-actions proposées. Un jury qui réunissait plein de personnes issues d'horizons différents, et on a nommé tous nos ambassadeurs comme ça. 113 ambassadeurs dans tout le groupe. Et donc, sur tous les continents, avec un petit enjeu de représentativité que l'on avait au niveau de tous les départements du groupe, des origines, start-up, acquisition, historique, ancienneté, nouveau, ancien. On a essayé donc d'avoir ce mixte. Donc l'idée, c'est vraiment d'adapter la démarche à la spécificité de chaque environnement. Pourquoi je vous dis ça? Et on va le voir ensemble. Mais dans le déploiement, on n'a pas fait la même chose en Asie, aux États-Unis ou en France. Donc là, vous avez une photo on a fait des séminaires, on en a fait 6 un peu partout donc dans le monde. On est allé à Shanghai, on est allé à Thaïlande, on est allé à Porto. On en a fait 2 donc, sur le site de Cestas. Donc à chaque fois, on a essayé dans ce séminaire aussi de proposer un format qui était un format différent, qui incarnait la nouvelle culture, avec des choses à base de solution focus, d'appreciative inquiry, de brainstorming, de forum ouvert. Donc vraiment d'incarner ça et de produire donc des idées ou de produire des actions permettant de changer les choses. Donc ce qu'on a cherché à faire, c'est cultiver la diversité en créant des rencontres et des collaborations entre personnes issues d'horizons différents. Très rapidement, en APAC c'est la région Asie pour nous, l'enjeu était différent. En Asie, l'appel à volontariat, ça ne marche pas. Hein. Si le chef n'a pas validé, culturellement, ils ne s'autoriseront pas. Donc on a fait en 2 fois. On est passé donc, par un séminaire avec les managers et ensuite, donc, du coup, c'est les managers qui ont fait appel à ce volontariat-là. Donc là, je vous ai remis le contenu de ce qu'on a fait en termes de séminaire. Là aussi, si vous avez des questions, vous pourrez revenir vers moi. Ce qui est important, c'est la forme qu'on a utilisée. On a vraiment essayé d'incarner donc, dans la forme ce qu'on voulait en termes de cultures différentes. Et bien sûr, on a évoqué toutes les thématiques qu'on avait sur notre modèle. Et l'enjeu, c'est de dire, OK, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on pourrait développer demain? Et leur donner la main pour qu'ils puissent développer des choses. La 10e, c'est emparez-vous des exceptions et créez les opportunités. Je reviendrai dessus avec la clé numéro 12. Il y a quelque chose qui est juste fondamental. Souvent, donc dans les entreprises, vous avez déjà les germes et les racines de ce changement, sauf qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas parce qu'elles sont peut-être très loin donc, du siège ou on ne prête pas attention. Donc, par contre, en demandant au groupe de dire, voilà, par rapport à ce comportement de collaboration, est-ce qu'il n'y a pas des endroits dans l'entreprise où on a déjà une collaboration entre gens qui sont issus de personnes différentes? Et les gens trouvent. Et c'est beaucoup plus simple de se dire, OK, on le fait déjà, on peut le faire plus, que de dire on ne l'a jamais fait. Donc il y a vraiment cette notion de recherche d'exception. Et créer des opportunités, moi je crois fondamentalement à quelque chose, la transformation pour la transformation, c'est très compliqué. Donc il faut vraiment l'ancrer dans l'opérationnel, l'ancrer dans les problèmes qu'ont les équipes. Donc ça, les opportunités, je vous ai parlé de mesures. La première chose qu'on a fait, on s'est dit, OK, comment on va mesurer ce changement? On a une enquête annuelle avec un partenaire externe qui nous permet de mesurer le mood des équipes et de mesurer qu'est-ce qui pose problème. Cette enquête, elle s'appelle Your Voice. C'est une mesure annuelle, donc on est venu se greffer dessus. Et ça nous permet donc aux équipes de faire remonter ce qui marche pas. Et nous, ça nous a permis également de mesurer les dimensions que je vous ai montrées. Ça fait 4 ans, donc on s'est greffé dessus il y a 3 ans, donc il y a 2 ans, la mesure vient d'être faite. Et là, on a des résultats. J'étais avec le COMEX, donc lundi, j'ai découvert le résultat en même temps qu'eux. Et là, c'était magique. Le consultant externe, il n'avait pas de commande, hein, il a mis tout seul le doigt sur le fait qu'il y a un truc qui était phénoménal. Et pourtant, on n'était pas serein, hein, parce qu'aujourd'hui, donc, contexte d'acquisition, donc, et oui, on rationalise les effectifs à certains endroits de l'organisation. Moi, je m'attendais à avoir des résultats très mitigés.
Mais sur les dimensions donc, du Electraway, les gens ont fait remonter que c'était de plus en plus incarné, et sur les 6 dimensions. Les 6 dimensions sont à la hausse. C'était pas, et sur d'autres dimensions, on est à la baisse, hein, c'est pas pour faire de l'angélisme. Donc ce qui est clé, c'est de rendre les résultats visibles. Donc c'est à la fois les mesures, mais également c'est tous les petits signes, c'est qualitatif et quantitatif. Et nourrissez-vous des feedbacks. Je vous ai parlé de cette enquête Your Voice. Chaque année, elle donne lieu à des ateliers. Donc quand c'est très compliqué, quand il y a des problèmes entre manager et manager, souvent on vient nous chercher. Et donc on va travailler sur ces points durs. Et ces points durs, on va les traiter donc, sous le biais de la collaboration, de la communication, ou alors ça va toucher donc, à l'empowerment des gens. C'est tous des axes qu'on est au niveau du Electraway. Nous, on va y mettre une couleur autour de ça. On va installer un narratif autour de ça. Et surtout, on va le travailler concrètement. C'est la dernière dimension, c'est le témoignage et les avancées qui sont intégrées ce que j'appelle le grand récit de l'entreprise. Si vous faites de la transformation, il y a un truc qui est juste clé. C'est les histoires, c'est les récits dominants de l'entreprise. C'est Yuval Noah Harari qui met en évidence ça dans Sapiens. Les collectifs humains ont pu passer à l'échelle grâce à des grands récits. Les récits nations, les récits religions, c'est la même chose en entreprise. Vous avez des grands récits fédérateurs. L'idée pour faire ça, c'est de communiquer tout azimut. Donc bien sûr, et il ne faut pas attendre, c'est dans les récits quotidiens. Nous, un truc qu'on a réussi à inscrire, c'est que maintenant, la plupart des managers, naturellement, vont parler du Electraway à leurs équipes. Et plus qu'on en parlait, c'est faire des références. Comme tout le monde, on va faire un culture book, on est en train de le sortir. Dans le rapport annuel, on a parlé de CSRD tout à l'heure. Dans la CSRD, on a tout un chapitre sur ce qu'on appelle le Electraway. On s'est amusé à compter, on a fait un contrôle F, 114 références au Electraway dans notre rapport CSRD. Sur notre intranet, et un truc qui marche très bien, c'est le truc que je vous le dis, en tout cas ça dépend de l'environnement, nous on est très sensible à l'image. Je ne vous l'ai pas dit, mais on travaille dans le monde du premium. Donc nos clients, c'est Gucci, Vuitton et autres. Donc l'image de marque est super importante. Le fait de communiquer sur les réseaux sociaux, donc sur l'Electraway, et c'est pas quelque chose qui a été organisé par la boîte. Mais les ambassadeurs, où nous on va communiquer, c'est quelque chose qui est vu par tous nos collaborateurs et beaucoup plus que l'intranet. C'est quelque chose qui est vu par notre direction, c'est quelque chose qui est vu par nos administrateurs, c'est quelque chose qui est vu par nos actionnaires, et ça a un impact. Et l'incarnation dans les temps majeurs de l'entreprise. Donc depuis 2 ans, le town hall, c'est les réunions, une fois par trimestre, on réunit toute la boîte. À chaque fois, il y a quelque chose de concret autour du Electraway. Le summit, c'est une fois par an, les 120 directeurs du groupe sont donc dans la même salle. Il y a à chaque COMEX, tous les mois, on va parler également donc, du Electraway. Alors, quand je dis parler, c'est d'actions qui ont été réalisées autour de ça. Et maintenant, dans tous les kick-offs annuels d'équipe, en général, il y a toujours un atelier ou autre, et souvent, on vient nous chercher autour de ça. Ça tourne quasiment systématiquement autour du Electraway. C'est présent tout le temps. Et c'est comme ça que ça rentre donc, dans le grand récit de l'organisation. Donc, installer ces nouveaux récits dans l'histoire de l'entreprise. J'arrive à la fin. C'est fini. Ma conclusion, donc ces 12 clés. Et donc, je vais finir du coup, juste par une prise de recul. Comme dans toute odyssée, il faut faire preuve de patience, d'ingéniosité et de persévérance. Si vous revenez à l'Odyssée et à Ulysse, je pense que c'est 3 qualités qui le définissaient. Voilà, une invitation, continuer à prendre soin des personnes, respecter la spécificité de chaque environnement. Tout ce que je vous ai décrit, ça marchait parce que c'était chez nous. Ça, ce n'est pas pour action, c'est pour inspiration. Pour vous, ça sera très certainement totalement différent. Je vous ai parlé des spécificités culturelles de notre environnement. Offrir le temps nécessaire. Moi, j'ai fait le choix de rester dans mon entreprise. J'ai une petite activité à l'extérieur, mais j'y suis depuis 20 ans. C'est comme ça que je vois qu'il y a un changement culturel. Ce n'est pas en 3 mois ou 6 mois. Et ainsi construire des transitions plus responsables et durables. Et il me reste à vous remercier la bibliographie, toutes les personnes, et notamment vous qui êtes venus donc à ma conférence. Et pour les questions, je reste disponible du coup sur les 2 jours jusqu'à demain. Si vous avez des questions, et autrement via LinkedIn aussi, vous pouvez poser des questions si vous voulez. Merci, j'espère que je ne vous ai pas assommé en ce début d'après-midi. Et je prends les feedbacks.
Alors moi, je suis moins sélectif, hein. Si c'est via l'outil, je prends. Si c'est en direct, je prends. Ce que vous avez aimé et surtout ce que vous me proposez de m'améliorer, enfin ce que vous me proposez pour m'améliorer.